Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au 20h sur HTV. Un seul titre à la une de l'actualité. Le 6 novembre, le Cameroun ouvre une nouvelle page de son histoire. Paul Biya, réélu pour la 7e fois, a prêté serment ce matin au palais de verre de Ngouaekele. La célèbre phrase a été prononcée. Aïdo ce soir, il a promis de faire du Cameroun un pays émergent les 7 prochaines années. Dans cette édition, analyse et décryptage du discours de l'homme du 6 novembre. Et puis, un invité de marque sur le plateau du 20h. A tout de suite. Lundi 6 novembre est une date désormais historique au Cameroun. Paul Biya, réélu pour la 7e fois, a prêté serment au palais de verre de Ngouaekele. C'est bien là le départ d'un nouveau septennat placé sous le signe des grandes opportunités. Témoin de l'histoire centre émotion et solennité, William Tadoum raconte. I do so swear. L'élu du 7 octobre dernier l'a dit pour la 7e fois. En réponse à la question du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Cavaye Yégué Djibril, qui au nom du peuple camerounais lui a posé la question suivante. Monsieur le Président de la République, vous engagez-vous sur l'honneur à remplir loyalement les fonctions que le peuple vous a confiées et jurez-vous solennellement devant Dieu et devant les hommes de consacrer toutes vos forces à conserver, protéger, défendre la Constitution de la République du Cameroun, à veiller au bien général de la nation, à soutenir et à défendre l'unité, l'intégrité et l'indépendance de la patrie camerounaise. Cette courte expression, forte de sens, en tant que prescription de l'article 7 de la Constitution du Cameroun, est le symbole de l'engagement du prince devant Dieu et devant les hommes à présider à la destinée du peuple camerounais. Passé la phrase magique, la suite sera marquée par la signature de l'acte de serment. Une phrase magique, un discours exceptionnel pour un appel inédit. Je demande ici et maintenant au peuple camerounais dont je connais le patriotisme de m'aider à continuer dans la paix l'œuvre de construction nationale. Vive la République, vive le Cameroun. Une fois pleinement investi, le président a reçu les honneurs qui lui sont dus. Nous avons franchi le Rubicon de l'ère des grandes opportunités. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Nouveau mandat, nouveau défi. Paul Biya ambitionne de doter le Cameroun d'institutions dignes d'un pays moderne, démocratique et surtout décentralisé. Joël Patrick Bané nous en parle dans ce reportage. Le discours de politique générale prononcé ce jour au palais de l'Assemblée nationale par le président élu Paul Biya lors de son investiture permis à bon nombre de Camerounais de trouver des réponses à leurs questions. D'abord sur le plan institutionnel, d'où l'on observe le renforcement de la démocratie avec le fonctionnement des institutions démocratiques telles que le Sénat et le Conseil constitutionnel. Concernant la forme de l'État, Paul Biya rappelle que le Cameroun reste un et indivisible. Cependant, l'accélération du processus de décentralisation en cours viendra à coup sûr élargir le champ de compétences des collectivités territoriales pour plus d'autonomie. Dans le volet sécuritaire, on note une invite aux artisans de la sécession à déposer les armes et de revenir à de meilleurs sentiments. Le nouveau septennat du chef de l'État est donc placé sous le signe de grandes opportunités à saisir et à développer, et ce dans divers domaines pour un Cameroun uni et prospère qui mérite une place de choix au sein du continent africain. Le président Paul Biya invite donc tous les Camerounais du triangle national et de la diaspora à un nouveau discours politique plus participatif dans la construction de notre pays. C'est pourquoi je demande ici et maintenant au peuple camerounais dont je connais le patriotisme de m'aider à continuer dans la paix l'œuvre de construction nationale.
Sans le dire, beaucoup de Camerounais attendaient le 6 novembre pour entendre le président Paul Biya se prononcer sur la question de la crise en zone anglophone. C'est fait, l'homme du 6 novembre a réservé une bonne partie de son allocution à cette question cruciale. Nous revenons sur le regard du président Paul Biya sur la crise anglophone. C'est avec Estelle Pial. L'homme du renouveau reconnaît qu'il y a un véritable problème dans les régions dites anglophones du Cameroun. Un positionnement qui va un peu en rupture avec les discours précédents de certains officiels. Ce mardi, au Parlement, Paul Biya a souligné qu'il s'est attentivement penché sur les frustrations et les aspirations de la grande majorité des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le chef de l'État, par la suite, rassure le peuple que le processus de décentralisation qui est en cours permettra de résoudre les conflits dans les régions anglophones, où la dernière actualité est plutôt de nature à inquiéter. 79 élèves, un directeur d'école, un enseignant ont été kidnappés. C'est par une main tendue au peuple camerounais que l'homme du 6 novembre va achever son propos de circonstance. Une expression qu'on a rarement entendue dans ses propos. Paul Biya appelle les populations dont il connaît le patriotisme de l'aider à continuer dans la paix l'œuvre de construction nationale. On peut considérer que l'espoir est désormais permis avec le nouveau positionnement du chef de l'État face à la partie anglophone. Et comme nous l'avons annoncé en titre, nous recevons dans cette édition un invité de marque. Il s'agit de Gilbert Ngonou, expert juriste et par ailleurs observateur social. Nous vous accueillons sur le plateau du 20h. Bonsoir à vous. Bonsoir madame. Bienvenue. Merci à vous. Alors le président Paul Biya a abordé la question de la crise anglophone et comme solution aux différentes frustrations dans cette partie du pays, il propose la décentralisation. La décentralisation en lieu et place du fédéralisme. Votre commentaire à ce sujet? Merci madame, il ne s'agit pas de la décentralisation en lieu et place du fédéralisme. Notre constitution est claire là-dessus. Le Cameroun est un État unitaire décentralisé. Alors toute négociation en dehors ou bien en marge de cette stipulation constitutionnelle ne serait ni légale ni réglementaire. Et connaissant le président de la République, c'est un légaliste. Il ne peut engager une discussion que dans le cadre de la Constitution de la République du Cameroun. Et en l'occurrence, nous sommes un État unitaire décentralisé. C'est vrai, le président de la République a parlé pour la première fois des frustrations et des aspirations des populations anglophones. Mais il faut le dire aussi, ces frustrations, ces aspirations ne sont pas simplement l'apanage de nos confrères de la zone anglophone. Il y a des frustrations partout dans le pays, mais simplement, il faudrait à un moment s'asseoir pour aplanir ces frustrations, pour aplanir ces aspirations, parce qu'on ne quitte pas la case paternelle à cause d'une frustration. Et le président Paul Biya a mentionné par ailleurs un désir d'autonomie. Voilà pourquoi il a parlé de la décentralisation. Effectivement, le désir d'autonomie réside dans le fait que depuis 1996, nous avons eu une nouvelle constitution, ou plutôt une constitution révisée. Nous avons introduit chez nous ce qu'on appelle un État unitaire décentralisé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et depuis ce temps, des structures sont en train d'être mises sur pied pour aller vers cette décentralisation. Et le président de la République a, depuis le début de cette année, commencé à accélérer ce processus à travers la création d'un ministère dédié à la décentralisation. Et nous pensons que, comme lui-même l'a si bien dit, et si vous revenez dans son discours, il a dit dans les meilleurs délais, il donnera un coup d'accélérateur à ce processus qu'il a engagé. Nous, ça laisse penser que, comme l'année prochaine pourrait être aussi une année électorale, nous assisterons peut-être aux élections régionales pour donner un peu plus d'autonomie
aux régions qui ont été créées depuis le 18 janvier de 1996. Gilbert Ngomou, vous ne partez pas, avec vous, nous allons continuer à commenter le discours du chef de l'État et justement nous abordons le volet économique. Le président Paul Biya annonce une véritable révolution sur le plan économique et pour cela, 3 secteurs sont ciblés. Il s'agit notamment de l'agriculture, de l'industrie et aussi de l'énergie. Suivons ce reportage de Nicole Eyok pour les explications. Le Cameroun de l'émergence sous Paul Biya reposera sur 3 piliers, l'agriculture, l'énergie et l'industrialisation. Au plan agricole, le défi du septennat, à en croire le nouveau président de la République, sera de faire passer le Cameroun à son vrai rang, celui de grenier de l'Afrique et de la zone CEMAC, avec du matériau rénové ainsi que des équipements de très haute facture qui vont être octroyés au secteur agricole. En ce qui concerne l'industrie, dans le même esprit que celui de l'agriculture, Paul Biya entend réaliser dans son pays un atelier continental à travers une politique volontariste de renforcement de capacités, de promotion industrielle et de soutien à la transformation tout azimut. Au chapitre de l'énergie, l'ensemble des projets de barrages hydroélectriques en cours ambitionne de positionner le Cameroun comme leader et fournisseur prioritaire de l'Afrique et entraîner ainsi un flux d'opportunités générateur de croissance durable et auto-entretenu. Ces 3 axes vont booster la croissance économique et infléchir les habitudes de consommation, un rêve que les populations appellent de tous leurs vœux. Au palais du Verdungu à Ikele, le président Paul Biya a finalement donné une leçon d'économie aux Camerounais, mais alors une économie de développement, celle qui produit en limitant les importations. Analyse à Cédric Diongo. Nous allons réaliser une véritable révolution agricole en modernisant nos moyens de production et en transformant davantage nos produits agricoles. Ainsi se décline l'un des axes forts du septennat des grandes opportunités qui a officiellement démarré ce jour. À l'occasion de sa prestation de serment, le président élu, son Excellence Paul Biya, a mis un point d'honneur sur la relance de la production locale en vue de contrecarrer les effets déstabilisateurs des tendances isolationnistes qui gagnent du terrain dans le monde. Cette mesure vise la réduction des importations des biens et services en vue de rééquilibrer la balance commerciale chroniquement déficitaire. En 2015, les importations au Cameroun ont atteint 3,575 milliards contre 2,4 milliards de francs CFA d'exportation comptabilisés. Un gap que le président élu entend combler à travers le renforcement de la production agricole, mais aussi et surtout le développement des moyens de transformation. Objectif recherché, promouvoir le Made in Cameroun dans les habitudes de consommation des Camerounais et même dans la sous-région. La modernisation de l'agriculture pour redonner au Cameroun sa place de grenier en Afrique centrale devient ainsi une priorité du septennat des grandes opportunités, tout comme l'industrie, véritable fleuron de l'économie moderne que souhaite implémenter le chef de l'État. Gilbert Ngomou, nous revenons à vous. Lorsqu'on regarde le marché camerounais aujourd'hui, il est inondé des produits européens et même des autres pays africains. Et quand on considère les APE, est-ce possible vraiment de limiter les importations aujourd'hui pour booster la production locale? Puisque le président de la République l'a dit, c'est possible, à condition que nous mettions en œuvre un certain nombre de politiques publiques. Et comme vous l'avez si bien dit dans votre papier de tout à l'heure, le président de la République a administré sans surprise une leçon d'économie de développement à nos compatriotes. Et en l'écoutant ce matin, j'avais du sourire aux lèvres. Tout simplement parce que j'ai lu dans son discours, entre les lignes, la continuité et la constance dans son discours. Oui. Voyez-vous, madame, en 2013, j'étais dans un département ministériel où j'ai travaillé. Une instruction était venue de la présidente de la République pour préparer, élaborer et soumettre à la sanction du président de la République un plan directeur d'industrialisation. Ce plan a été élaboré entre 2013 et 2016. Un marché a été passé. Un consultant avait été retenu
pour élaborer la politique industrielle. Vous savez, très souvent, les gens parlent facilement en disant il n'y a pas de planification stratégique au Cameroun. Vous voyez, entre 2009 et 2019, le DSE a été élaboré. Il arrive à échéance en 2019. Il y a la vision qui a été élaborée ici pour l'horizon 2035. Oui. Mais maintenant, avec le plan directeur d'industrialisation, nous dépassons 2019, nous dépassons 2035 pour aller vers 2050. Et dans ce plan directeur d'industrialisation, on entend faire de l'Afrique la nouvelle usine. On entend faire du Cameroun le grenier de la nouvelle Afrique industrielle. Dans ce cadre, le PDI prévoit trois sentiers importants. Vous l'avez si bien dit, l'agriculture, je veux dire l'agro-industrie, l'énergie et le numérique. On a ajouté le numérique. On a ajouté le numérique. Et pour y aller, il y a un certain nombre de piliers prévus pour pouvoir avancer. Il y a le pilier forêt-bois, le pilier textile, confection et cuir, mine, métallurgie et sidérurgie, l'hydrocarbure, pétrochimie, raffinage. Et le 5e pilier, c'est la chimie et la pharmacie, avec un socle des infrastructures qu'il faudra développer et des financements, des moyens de financement qu'il faudra trouver, avec tout un voile de veille stratégique et d'intelligence économique pour mettre toutes ces choses-là en musique. Et si on considère les promesses du chef de l'État s'agissant de l'énergie, peut-on espérer dans ce prochain septennat qu'on aura une réduction de coupures d'énergie électrique et l'accès en eau potable? Il a parlé de la mise sur pied de plusieurs autres barrages hydroélectriques, par exemple. Oui, madame, nous sortons d'un septennat des grandes réalisations. Les réalisations ont été faites malgré les contraintes sécuritaires qui ont ponctionné une bonne partie des crédits d'investissement qu'on devrait consacrer à ces secteurs et ces domaines. Il y a des barrages qui ont été construits, malheureusement qui n'ont pas été achevés pendant la période du septennat des grandes réalisations. Nous pensons que puisque le président de la République met un accent particulier sur ces domaines, nous pensons que dans les tout prochains jours, avec l'entrée en fonction effective de la Sonatrel et des autres entreprises du secteur de l'électricité, les problèmes de coupure d'énergie, les problèmes de l'énergie seront réglés pour que nous puissions rentrer dans l'industrialisation. Parce qu'il n'y a pas d'industrialisation possible s'il n'y a pas d'énergie. Vous avez vu, il y a le barrage de Nachtigal qui va entrer en construction très bientôt. Les autres barrages sont déjà là. Nous attendons que l'énergie qui a été produite puisse être transportée dans nos villes. Et justement, les projets d'énergie ou d'accès en eau potable, assez facile à l'eau potable, c'est toujours pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Le président Paul Biya, justement, dans son discours, s'est associé également des populations. Il a relevé plusieurs aspects, la jeunesse, la femme, l'éducation et la santé. Nous allons vous proposer un reportage de Lynn Tchakounté où elle a pris un morceau choisi du président Paul Biya qui regarde le volet social. Paul Biya, président de la République du Cameroun, a prêté serment ce mardi à l'hémicycle de Ngouaïkele à Yaoundé. Le chef de l'État camerounais a centré son attention sur 4 points majeurs pour répondre aux attentes des Camerounais. En santé, il promet de renforcer le système en ouvrant de nouveaux hôpitaux et en finalisant un dispositif de sécurité sociale efficace. Sur le domaine éducatif, il va favoriser l'intégration sociale des jeunes en développant davantage notre système éducatif à tous les niveaux et en mettant l'accent sur le professionnalisme. Les jeunes constituent la première cible pour un Cameroun qui se veut émergent à l'horizon 2035. C'est dans cette optique qu'il promet de favoriser la relance de la croissance économique créatrice d'emplois pour les jeunes susceptibles d'améliorer le pouvoir d'achat. Dans son plan d'action, la femme n'est pas passée inaperçue pour ce nouveau septennat du chef de l'État. Il compte ainsi promouvoir le rôle de la femme dans notre société parce qu'elle est la mère de l'humanité, la première éducatrice. Jeunesse et espoir, on en parle à présent. Le président Paul Biya a posé ce matin les jalons d'un nouveau partenariat qui le lie à une jeunesse pilier du développement. La place de la jeunesse dans le septennat des grandes opportunités, c'est avec Gabriel Messina Fouda.
Dans son discours d'investiture, le président s'est montré à l'écoute de la jeunesse camerounaise. Il s'est engagé pour les 7 prochaines années à intégrer ces derniers à la gestion des affaires de la République, ce qui est le gage d'une nouvelle étape. Je voudrais vous dire de ne pas perdre espoir. J'ai compris votre aspiration profonde à des changements qui vous ouvrent les portes de l'avenir et permettent votre plein épanouissement. J'en tiendrai compte en ayant à l'esprit que le Cameroun de demain se fera avec vous. Un discours presque salvateur pour la jeunesse qui démontre que le chef de l'État, au-delà de libérer, compte fédérer les énergies de la jeunesse pour une participation plus accrue de celle-ci à la construction progressive du pays dans sa marche vers l'émergence. Le président Paul Biya, dans son discours ce matin au palais de Verdun-Guayaquélé, a parlé de l'éducation et précisément de la professionnalisation des enseignements. Cela semble être un sujet capital pour la jeunesse aujourd'hui. Qu'en dites-vous? Oui, la professionnalisation, c'est un sujet capital, mais aussi la jeunesse a toujours fait l'objet des préoccupations constantes du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Et quand vous avez vu, il a fait un discours en double détente aujourd'hui, en commençant par le bilan. Dans le bilan, il a relevé quand même qu'il y a des infrastructures, des écoles, des centres de santé qui sont construits, qui se construisent et qui se construiront encore. Mais s'agissant maintenant de la professionnalisation, elle va déjà du secondaire jusqu'au niveau universitaire. Comment au niveau du secondaire, vous avez ce qu'on appelait avant les SARSM, nous avons déjà les lycées agricoles, nous avons un certain nombre d'établissements scolaires orientés vers la professionnalisation. À l'université aussi, la professionnalisation est inscrite déjà dans la loi d'orientation de 2001. Elle a commencé à s'implémenter à travers les filières professionnelles créées au sein des différentes facultés. Bon, si on prend le cas de l'université de Yaoundé 2, vous avez vu qu'à un certain moment, on a commencé à faire des doctorats professionnels. Je suis un produit de ce doctorat. Je suis le tout premier docteur professionnel du Cameroun. Je peux vous le dire. Ça veut dire que la professionnalisation est en marche, malgré quelques pesanteurs, quelques lourdeurs, mais elle est en marche. La professionnalisation, elle est en marche au Cameroun. Est-ce que c'est une garantie pour le problème d'emploi au Cameroun, la professionnalisation des enseignements? La professionnalisation des enseignements n'est pas nécessairement une garantie, mais si vous voulez, madame, entre un étudiant qui a fait la filière académique ou un étudiant qui a fait la filière professionnelle, celui qui a fait la filière professionnelle est plus opérationnel que celui qui a fait la filière académique. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a une certaine ruée vers les filières professionnelles, parce que quand ces produits sortent de l'école, ils sont directement opérationnels. Et les chefs d'entreprise, quand ils ont le choix, ils prendront plus rapidement ceux des filières professionnelles que des filières académiques. Parce que vous voyez les diplômes que nous recevons dans nos écoles, les diplômes académiques attestent d'un certain niveau, mais les diplômes professionnels parlent des pratiques professionnelles que les étudiants ou les auditeurs ont pu acquérir dans leur cursus de formation. Nous poursuivons. C'est pour cela que vous, journalistes, quand vous arrivez sur le terrain, vous êtes très rapidement recrutés par rapport aux autres. Ah, d'accord. Voilà. Nous allons donc poursuivre cette édition en nous rendant du côté du quartier Nkolondom à Yaoundé. Là-bas, les jeunes ont décidé de saluer la prestation de serment du président Paul Biya à leur manière. C'était machette à la main, pelle et pioche à la main pour des travaux d'intérêt commun. Jean-Marie Quinfac les a surpris ce matin. Regardons plutôt ce reportage. Date mémorable pour le Cameroun, date mémorable pour les populations de l'arrondissement de Yaoundé 1er qui ont choisi de s'offrir un cadeau des grandes opportunités. En célébrant à leur manière la journée, elles envoient un message fort à l'homme du 6 novembre. Ici, avec mes gars là, que vous voyez, nous sommes la jeunesse dynamique de Messassi. N'est-ce pas les gars? Et ici aujourd'hui, plus précisément avec ce t-shirt, on a choisi de travailler avec le père. Grand-père, c'est notre père à nous tous, durant tout son mandat.
Sur la route du développement participatif à travers cet aménagement de la voirie, des riverains ont donné du fil à retordre aux bosseurs. Heureusement, une autorité traditionnelle de passage dans le coin a apaisé les tensions. Les travailleurs en avaient besoin. Oui, on attend vraiment beaucoup les encouragements venant du très haut. Parce que vraiment, vous voyez, on se bat avec quelques machettes, quelques roues. Vous voyez, il y a même des trucs cassés. Et des menaces un peu partout. Bon, nous sommes obligés d'assumer comme ça. L'appel qu'on lance au père, c'est qu'il doit penser à Yaoundé premier, précisément, mais ça c'est village Nkolondom. Certains usagers de la route ont mis la main dans la poche pour encourager cette initiative de la jeunesse dynamique de Messassi. Dans le bon sens, tout se paie ici-bas. Sport et développement à présent, le président Paul Biya, premier sportif, entend aller toujours plus loin et toujours plus haut avec les sportifs camerounais. Le premier rendez-vous mentionné dans son discours, la CAN 2019. Suivons ce commentaire signé Marina Kokvina pour en savoir plus. Bon nombre d'aspects ont été évoqués lors de la prestation de serment du président de la République ce 6 novembre au Palais des Verts de Yaoundé. Le premier sportif camerounais a mis en lumière les efforts consentis par les pouvoirs publics dans le soutien aux différentes disciplines sportives en général et au football en particulier avec l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Le nouveau septennat sous la bannière des grandes opportunités est déjà lancé avec en ligne de mire la grande messe du football africain qui se tiendra au mois de juin 2019. Dans cet ordre d'idées, on note la finalisation des infrastructures sportives, hôtelières, routières, communicationnelles pour accueillir les amoureux du sport roi dans le monde. Beaucoup mieux, et on le sait, la dite CAN sera au lieu de partage des opportunités. Comme pour dire qu'au Cameroun, le sport sera au cœur de la promotion de l'émergence. Nous l'avons constaté dans son discours, le président Paul Biya attache une grande importance au sport. Il a mentionné l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que cela est considéré aussi comme un défi majeur du septennat? La CAN pourrait être considérée comme un défi majeur du septennat, mais on a envie de dire enfin la CAN parce que vous savez tous les discours que nous avons eus autour de cette CAN. Se tiendra-t-elle au Cameroun, se tiendra-t-elle pas au Cameroun? Finalement, nous savons que la CAN va se tenir au Cameroun. Vous avez vu, les infrastructures sont en train d'avancer à une vitesse sérieuse pour permettre que tout soit prêt aujourd'hui, comme le président l'avait dit. Donc, nous aurons notre CAN. Nous aurons notre CAN ici au Cameroun. N'en déplaise à ceux qui ont fait du lobbying pour que la CAN ne se tienne pas au Cameroun. Effectivement, elle se tiendra au Cameroun pour la satisfaction du grand public sportif camerounais. Nous sommes arrivés pratiquement au terme de cette édition d'information. Nous allons vous demander, Gilbert Ngomou, avez-vous un dernier mot, un mot de fin en ce jour du 6 novembre? En ce jour du 6 novembre, c'est un jour solennel. J'ai surtout écouté le discours du président de la République et en l'écoutant et en lisant un peu entre les lignes, je me suis dit que après la politique, nous entrons dans un septennat pratiquement entièrement dédié aux questions économiques. Oui, ça laisse subodorer quand même que dans l'architecture gouvernementale qui va arriver, une part belle sera faite aux structures dédiées aux questions qui ont été relevées dans le discours du président de la République, notamment les questions d'agro-industrie, les questions d'énergie et les questions du numérique. Et que parallèlement, des ressources humaines vont être mobilisées pour pouvoir animer ces structures de manière à atteindre les objectifs et les résultats attendus par le chef de l'État. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que comme vous l'avez si bien entendu de la bouche la plus autorisée, le chef de l'État, il a demandé aux populations, aux Camerounais, de l'aider à construire dans la paix notre cher et beau pays. Évidemment, je suppose, et c'est là où je voudrais revenir à l'élément de tout à l'heure, j'ai vu des jeunes qui n'ont pas attendu les financements de l'État, qui n'ont pas attendu que soit le maire, soit le délégué du gouvernement les mobilise pour pouvoir arranger les routes, comme vous l'avez constaté. C'est ce genre d'action, je suppose que le chef de l'État attend de nos populations. Parce que voyez-vous, quand il est allé prêter serment, il n'a pas reçu une caisse
il s'agit, comme nous nous sommes mobilisés pour les lits à 71,28%, la même mobilisation doit continuer pour l'amener à relever tous les défis de la croissance, les défis du développement de notre pays. Et il a si bien dit, nous devons faire de l'émergence une cause nationale. Ça veut dire que nous devons avoir une union sacrée autour de l'atteinte de cet objectif d'émergence dans notre pays. Et c'est un appel qui est lancé à tous les Camerounais, à vous et à moi. Merci pour le mot de fin et surtout merci de nous avoir honorés par votre présence sur le plateau du 20h. Au revoir à vous. C'est moi qui vous remercie. Et bon retour à vous. Et à bientôt. Merci. Pour clôturer cette édition spéciale du 20h consacrée à la prestation du serment du président Paul Biya ce 6 novembre, nous vous proposons l'intégralité de son discours prononcé ce matin au Palais de Verre de Ngouaïkélé. Regardons. Élu, la nation camerounaise vous écoute. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier vice-président du Sénat, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, qu'il me soit tout d'abord permis de remercier Monsieur le Président de l'Assemblée nationale pour ses paroles de bienvenue et ses encouragements au début de ce nouveau mandat. Je tiens à exprimer une fois encore devant vous ma reconnaissance au peuple camerounais de m'avoir renouvelé sa confiance. Celle-ci sera pour moi un soutien indispensable dans l'exercice des hautes responsabilités que j'aurai à assumer au cours des prochaines années. Le serment que je viens de prêter devant le peuple, selon les termes de l'article 7 de notre Constitution, en présence de ses représentants, revêt une haute valeur symbolique à un double titre. Il implique une fidélité absolue aux institutions de la République, à laquelle je ne saurais déroger. Il a d'autre part valeur d'engagement personnel irrévocable à se conformer aux obligations qui sont celles du chef de l'État, telles qu'elles sont définies par notre loi fondamentale. Comme par le passé, ce sont ces principes qui guideront mon action au service du peuple camerounais au cours du septennat des grandes opportunités qui s'ouvrent aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, avant d'en évoquer les perspectives, je souhaiterais que nous jetions ensemble un rapide regard en arrière, ce qui nous permettra de faire le point
sur la situation présente. Le septennat qui vient de s'achever ne s'est pas écoulé comme un long fleuve tranquille. Au plan de la sécurité, nous avons d'abord été confrontés aux attaques répétées du groupe terroriste Boko Haram, qui a semé la terreur et la désolation dans l'extrême nord de notre pays. Nous avons fait face, de concert avec nos voisins et avec l'aide de nos partenaires traditionnels. Nos forces de défense et de sécurité, auxquelles je tiens ici à rendre un nouveau hommage, ont repoussé l'ennemi hors de nos frontières. Aujourd'hui, la situation est stabilisée, mais nous restons vigilants et déterminés. Par la suite, dans nos régions du nord-ouest et du sud-ouest, des forces négatives ont cru pouvoir profiter de revendications d'ordre corporatiste pour essayer de mettre en œuvre un projet de sécession. Il s'en est suivi une succession d'actes de violence terroristes auxquels le gouvernement a répondu en prenant des mesures nécessaires pour préserver l'ordre public ainsi que la sécurité des citoyens et de leurs biens. Il va sans dire que l'objectif des sécessionnistes porte atteinte à notre Constitution qui consacre le caractère indivisible de notre République. En revanche, le désir maintes fois exprimé de nos populations d'être mieux associées à la gestion de leurs affaires locales nous a conduit à prendre des mesures nécessaires pour accélérer le processus de décentralisation. Ces tâches prioritaires ne nous ont pas détournés de la nécessité d'œuvrer à l'amélioration de notre économie, affectée par les effets de la crise économique et financière mondiale, ainsi que par la baisse des cours des matières premières. Dans ce but, nous avons poursuivi la mise en œuvre de nos réformes structurelles et pris des mesures pour redresser notre situation budgétaire. Notre résilience a été saluée par le FMI, avec lequel nous avons conclu en 2017 un programme économique et financier appuyé sur une facilité élargie de crédit. Nos efforts expliquent sans aucun doute le retour progressif de notre croissance. Parallèlement, tout en veillant à la soutenabilité de notre dette extérieure, nous avons donné une nouvelle impulsion à nos grands projets d'infrastructure concernant la production d'énergie, la distribution d'eau potable et la construction des routes. De nombreuses réalisations en portent témoignage. Malgré les difficultés de la conjoncture, de nombreux chantiers ont été ouverts dans les domaines de la santé, de l'éducation et des services sociaux. Il est indéniable que sur ce plan, des avancées notables ont été réalisées. Nous avons par ailleurs continué le parachèvement de notre édifice institutionnel et démocratique avec la mise en place effective du Sénat et du Conseil constitutionnel. Ainsi, contre vents et marées, nous avons maintenu notre cap vers l'émergence. Ce rapide bilan, qui est loin d'être exhaustif, montre bien que notre pays est en pleine transformation et qu'il avance résolument dans la voie du progrès. Mesdames, Messieurs,
D'une façon générale, au cours du septennat qui s'annonce, nous veillerons à consolider nos acquis tout en explorant les pistes nouvelles nous permettant de saisir toutes les opportunités d'un monde en constante évolution. Dans cet esprit, il va de soi que nous allons poursuivre nos réformes structurelles afin de renforcer notre équilibre budgétaire et de conforter la soutenabilité de notre dette. Des finances saines sont en effet la condition de l'attractivité d'une économie et donc de son aptitude à accueillir les investissements. À ce propos, je voudrais rappeler votre attention sur les changements qui sont en cours au niveau international et qui ne manqueront pas d'avoir des répercussions sur notre pays. Les règles qui régissaient la mondialisation des échanges depuis plusieurs décennies sont remises en cause. Les tendances au protectionnisme, voire à l'isolationnisme, gagnent du terrain. Il y a là le risque clair d'un effet déstabilisateur pour de nombreux pays, en particulier pour ceux en développement comme le nôtre. Nous allons de plus en plus subir les effets des changements climatiques qui impacteront la vie de nos concitoyens, notamment ceux du monde rural. Dans ce contexte, il me semble opportun de nous attacher à développer les secteurs de notre économie qui pourront réduire sensiblement nos importations de biens et services. Cette politique présentera l'avantage de nous permettre de rééquilibrer notre balance commerciale chroniquement déficitaire. Par ailleurs, nous allons réaliser une véritable révolution agricole en modernisant nos moyens de production et en transformant davantage nos produits agricoles. Cela devrait aller de pair avec la mise à disposition de nouveaux équipements, magasins de stockage et routes d'accès. Ainsi pourrait se conforter notre statut de grenier de l'Afrique centrale. Une économie moderne ne saurait se concevoir sans l'existence d'un secteur industriel performant. Nous disposons d'un plan directeur d'industrialisation qui définit les contours et le contenu d'un projet d'envergure dans ce domaine. Sa réalisation sera une des tâches prioritaires du septennat. L'industrie, comme l'agriculture, exige un apport d'énergie stable et suffisant. Nous avons entrepris des efforts importants dans ce secteur depuis un certain temps déjà. Les barrages et les centrales hydroélectriques que nous avons construits devraient nous permettre à plus ou moins brève échéance de répondre pleinement aux exigences de notre économie et aux préoccupations de nos populations en la matière. Mais nous ne nous arrêterons pas là. Nous continuerons d'exploiter tous les sites et cours d'eau disponibles afin de faire du Cameroun un grand producteur d'électricité dans notre continent. Nous ne délaisserons pas pour autant les zones rurales en les dotant progressivement de centrales solaires. De la même façon, nous continuerons à développer nos infrastructures de transport, routes, ports, aéroports, au bénéfice de notre économie, mais aussi pour faciliter les communications avec nos voisins. D'autre part, conscient que la finalité de la démocratie est d'apporter au plus grand nombre des conditions de vie aussi bonnes que possible
et une véritable égalité de chances. Je persisterai à consacrer tous mes efforts à favoriser la relance de la croissance économique créatrice d'emplois, notamment pour les jeunes et susceptibles d'améliorer le pouvoir d'achat, à promouvoir le rôle des femmes dans notre société, à faciliter l'intégration sociale des jeunes en développant encore davantage notre système éducatif à tous les niveaux et en mettant l'accent sur la professionnalisation, à lutter contre l'exclusion, notamment par une meilleure protection des personnes vivant avec un handicap, à améliorer l'accès aux services publics de l'eau potable et de l'électricité, à renforcer notre système de santé en ouvrant de nouveaux hôpitaux et en finalisant un dispositif de sécurité sociale efficace, à mettre en valeur une politique d'habitat social digne de ce nom, à valoriser notre patrimoine culturel et enfin à apporter au secteur sportif le soutien qu'il mérite pour que les efforts que nous avons consentis pour accueillir la CAN 2019 reçoivent leur juste récompense. Mesdames, Messieurs, les grands défis que nécessite l'accès à l'émergence de notre économie que j'ai rappelés et les engagements que j'ai pris pour améliorer la qualité de la vie des Camerounais supposent en premier lieu que des conditions adéquates de stabilité et de sécurité soient réunies. Je puis vous donner l'assurance que je ferai en sorte que ce soit le cas. L'objectif de l'émergence doit être érigé en grande cause nationale qui mobilise l'ensemble de nos concitoyens afin de faire du Cameroun un pays moderne et socialement avancé. Les agents du service public comme du secteur privé ont à cet égard un rôle important à jouer. Je connais leurs difficultés. Je prendrai les mesures nécessaires à l'amélioration de leurs conditions de travail afin de leur permettre de mieux participer au progrès de notre pays. Avant de conclure, je veux souligner que je me suis attentivement penché sur les frustrations et les aspirations de la grande majorité de nos compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Un bon nombre de réponses à ces préoccupations et à ces aspirations sera apporté dans le cadre de l'accélération du processus de décentralisation en cours. Dans les meilleurs délais possibles, des mesures seront prises pour élargir le champ de compétences des collectivités territoriales afin de leur donner les moyens d'une plus grande autonomie. Quant à la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, elle continuera à être mise en œuvre par la commission qui y est dédiée. Ces actions et d'autres seront prises pour régler nombre de problèmes qui sont à l'origine des frustrations et des insatisfactions qui se sont manifestés ces derniers temps. Nous espérons que cela permettra de rétablir le calme indispensable au retour à des activités économiques et sociales normales. J'ai l'intime conviction que l'écrasante majorité de nos compatriotes des deux régions concernées aspirent à retrouver rapidement la paix au sein de la communauté nationale. Malheureusement, nombre d'entre eux, en raison de la menace que les sécessionnistes continuent de faire peser sur cette partie de notre pays, n'ont pu exercer leur droit de vote
à la récente élection présidentielle et donc exprimer ainsi leur attachement à notre unité nationale. Je leur demande de ne pas perdre espoir et d'accorder tout le soutien possible à l'action des autorités en vue du rétablissement de la paix. Ils savent mieux que personne ce que serait leur existence sous le joug d'extrémistes qui font régner la terreur et la désolation dans leur région depuis quelques mois. À ces entrepreneurs de guerre qui mettent à mal notre unité nationale et prônent la sécession, il faut qu'ils sachent qu'ils se heurteront non seulement à la rigueur de la loi, mais aussi à la détermination de nos forces de défense et de sécurité. Je leur lance un appel à déposer les armes et à retrouver le droit chemin. J'en appelle tout particulièrement aux jeunes qui se sont laissés entraîner dans une aventure sans lendemain. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que le destin de nos compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest s'inscrit dans le cadre de notre République. Fort du soutien du peuple camerounais tout entier et persuadé qu'il existe une issue ignorable dans l'intérêt de tous, je ferai en sorte que le calme et la sérénité reviennent dans les deux régions concernées, dans le respect des institutions dont je suis le garant. M'adressant maintenant à mes jeunes compatriotes, je voudrais vous dire de ne pas perdre espoir. J'ai compris votre aspiration profonde à des changements qui vous ouvrent les portes de l'avenir et permettent votre plein épanouissement. J'ai tout aussi compris votre désir de mieux participer à la prise de décisions qui engagent l'avenir de notre pays. J'en tiendrai compte en ayant à l'esprit que le Cameroun de demain se fera avec vous. En étant unis, notre pays, fier de ses avancées démocratiques, économiques et sociales, s'engagera avec confiance dans le progrès et la modernité. C'est pourquoi je demande ici et maintenant au peuple camerounais dont je connais le patriotisme de m'aider à continuer dans la paix l'œuvre de construction nationale. Vive la République, vive le Cameroun.